La valse des McKinleys de Richard Canal aux éditions du Caïman. Chapitre 1. Première nuit. Avec une moyenne de 220 jours de précipitations par an, on pouvait, sans se tromper, qualifier Ulysse, comté de Payatano, de ville pluvieuse. Bourg serait un mot plus juste puisqu'au dernier recensement, l'agglomération comptait moins de 12 000 habitants. Randolph Wirlinger, son maire, prétendait qu'elle dépassait les 50 000 âmes au début du siècle précédent. On aurait pu le croire si le bâtiment des archives n'avait pas brûlé dans la nuit d'Halloween 1965, emportant avec lui les preuves de cette assertion. Mais en fin de compte, chacun s'entendait pour dire d'Ulysse que c'était une ville, et une fichue foutue ville. En tout cas, Ulysse se dépeuplait depuis des lustres. Il n'y avait qu'à faire un tour dans l'ancienne zone industrielle du côté de Golden Lake District, pour voir défiler les maisons abandonnées, du moins ce qu'il en restait. Le temps les défaisait, planche après planche. Les toits finissaient par se creuser et s'effondrer, ne laissant que des chicots de bois sur lesquels les corbeaux venaient s'aiguiser le bec. Même les squatteurs s'étaient résolus à déserter les lieux tant les locaux devenaient insalubres. Sous les pelouses étouffées par une végétation luxuriante, entre les pattes des bancs vermoulus, au pied des balançoires rouillés, les anciens marais affleuraient sous forme de flaques lourdes et noires qui ressemblaient à du pétrole sans en avoir les qualités. « On va finir par se transformer en tétard », bougonna l'officier de police Wallace Ackerman en s'installant au volant de la Crown Victoria. « Ça fait combien de jours qu'on n'a pas vu le soleil ?» Le temps de sortir du poste et de courir jusqu'au parking, son uniforme était trempé. La casquette dégoulinait sur ses épaules. L'après-midi commençait mal. « Trop !» crachouilla Phil Saunders, occupé à mâcher les lamelles de canard laqué qu'il piochait dans une boîte à nouilles de chez Song. « Et si tu te transformes en légume, ne viens pas te plaindre !» Saunders, ses grosses fesses calées dans le siège passager, prit la peine de réfléchir avant de grommeler. « De quoi vous parlez là, chef ? Personne ne t'a dit qu'à ton âge, il faut arrêter de bouffer de temps en temps, au moins une fois par jour. » Quand je dors, je bouffe pas. Estomaqué, Wallace essuya le rétroviseur embué et boucla la ceinture de sécurité. Fais le malin, vas-y. Je te jure, tu ne te méfies pas assez. Un AVC, ça te démolit en moins de 2. Ça te laisse l'œil creux, le cerveau embouilli. Si tu as de la chance, il te reste un bras valide. Juste de quoi te flinguer parce qu'une moitié de vie, c'est pas une vie. Arrêtez, chef, vous allez me porter la poisse. Phil broya le carton de nouilles dans ses pognes et le jeta sur la banquette arrière. « Y a pas écrit dépotoir sur cette bagnole. Tu me feras le plaisir de nettoyer ta merde quand on rentre. »« Je vous trouve de bien mauvais poil, chef. Des ennuis ? Kurt vous a encore chié dans les bottes. »« On évite le sujet si tu veux bien, » coupa Wallace en démarrant. « Parfois, c'est difficile de vous comprendre. Vous détestez ce gamin et quand vous avez l'occasion de l'écraser comme une punaise, vous vous défilez. Ta gueule, Phil !» Un grand silence s'ensuivit, jusqu'au moment où la radio se mit à grésiller. Wallace n'avait pas encore engagé la Crown sur la route. Phil souleva le combiné. « Ouais. Vous êtes où ?» À travers le haut-parleur, la voix de Jamie Dwyer sonnait comme celle d'Hélène DeGeneres, un soir de cuite. « On sort du poste. Pourquoi ?»« Faudrait vous ramener en vitesse. J'ai trouvé une voiture encastrée dans la clôture du vieux Connors. »« Où ça ? » « À la hauteur du chemin des Anderson !» Wallace arracha le micro des mains de son adjoint. « Jamie ? » ?»« Oui, chef. Tu ne bouges pas, tu ne touches à rien, on arrive. » Quand Wallace vira pour s'engager sur la route principale, les pneus fatigués de la Crown crissèrent malgré le goudron savonné par la pluie. Ses phalanges étaient blanches sur le volant. Il étouffait de colère. « C'est peut-être pas lui, cette fois !» tempéra Phil de sa voix nonchalante, tandis que le véhicule accélérait en direction du pont qui enjambait la Platte River. Phil Saunders était un homme paisible, de ceux que les aléas de la vie ne font qu'érafler, sans leur tirer de commentaires particuliers. S'il comprenait mal l'irascibilité de ses concitoyens, il n'en restait pas moins à l'affût de signes éventuels d'irritation chez ses interlocuteurs, toujours prêt à rentrer dans sa coquille, pour peu que l'affaire tourne au vinaigre. La grimace de contrariété camouflée sous la moustache de Wallace ne lui avait pas échappé. « Tu parles, il n'y a que cet enfoiré pour me planter une caisse dans le décor à la sortie d'un week-end. C'est devenu un rituel. Quand il a fini de s'amuser, il me les balance dans les pattes et les emmerde avec. Il me prend vraiment pour une buse, je te dis. » Il fallait que le môme soit sacrément tordu pour aller faucher des voitures de luxe dans les villes alentours, tout ça dans le seul but de les abandonner près d'Ulysse,
comme s'il voulait commémorer son brillant passé sidérurgique en lui tressant une couronne de ferraille. Sans ralentir, la Crown s'engagea sur le pont de bois dans un grand claquement de lattes. La Platte River avait gonflé. Ses eaux couleur d'orage affleuraient les berges. Si le mauvais temps persistait, elle ne tarderait pas à sortir de son lit, et les ennuis commenceraient. Des ennuis. Encore des ennuis, une pelletée d'ennuis. Wallace continuait à grogner. Kurt, putain Kurt, faut vraiment avoir la mémoire courte pour donner un prénom aussi merdique à un mioche. Kurt, ma parole, qui pourrait bien se vanter d'être honnête avec un blaze pareil? Chaque fois que le sujet revenait sur le tapis, l'officier de police ne pouvait s'empêcher de songer aux rangées de croix dans les cimetières de France, plantées en terre, telles des escadrilles d'avions en sucre, et à tous les jeunes Américains abattus sur les plages de Normandie par une armée de Kurt sans honneur, retranchés derrière des barbelés, planqués dans des bunkers. « Tu n'as qu'à voir comme il a fini, l'autre !» « L'autre ? De qui vous parlez, chef ? » ?»« De Kurt Cobain, le rocker dégénéré !» La bouche autour d'un canon, le doigt sur la gâchette, et pan! Je te promets, Phil, je n'attends qu'une chose, que le nôtre de Kurt, il se tire lui aussi une balle dans la caboche. Quand même, Teen Spirit, c'était quelque chose. Phil, bordel, il ne chantait pas, le Cobain, il vomissait. C'était prévisible. Quoi donc? Qu'il allait se buter, tiens. À le voir, tu aurais juré que toute la misère du monde lui était tombée sur le paletot. Wallace en était persuadé. Un prénom mal choisi vous entraîne sur la route du diable, au même titre que les années sculptent les visages à l'aune de ce qui tourne sous le crâne. Il n'y avait qu'à regarder la tronche de ce bellâtre de Kurt Gosling. La coupe oxygénée d'une pédale, un regard de lynx, un sourire d'arracheur de dents, le menton fuyant. Le genre de gars à racler les fonds de chiottes et à vous les verser dans la gamelle à l'heure du déjeuner. Rien que pour prendre son pied. Et on peut dire que le salopard ne s'en privait pas depuis 2 ans. Depuis la fameuse nuit. Quant à Carrie, la nouvelle femme de Phil, avec ses yeux en rideau qui battaient des cils chaque fois qu'un homme la croisait, c'était pareil. Quelle idée de donner à sa fille le prénom de la sorcière de Stephen King. À peine avait-elle débarqué à Ulysse que l'officier avait, d'entrée, déchiffré les engrenages qui tournaient dans sa tête trop bien faite. Il existe une règle en la matière. Les épouses fidèles ont les yeux plats, qui ne papillonnent pas. Mais ça, Wallace se gardait bien de le révéler à son adjoint. La pluie avait encore forci. Par-dessus le grondement rauque du moteur, on entendait l'impact des gouttes sur la carrosserie. Les serpentins glissaient sur le pare-brise plus vite que les essuie-glaces ne pouvaient les disperser. Les policiers d'Ulysse en avaient plus que marre des Crown Victoria. Il leur tardait de recevoir les 2 Charger Pursuit que le maire leur avait promis et d'envoyer les Ford à la casse. Selon les collègues de Jonas Stone, les Dodge étaient mieux insonorisés et délivraient sans sourciller 370 chevaux. Et puis, elles avaient une sacrée gueule. Dans la lumière gris-argent de ce début d'après-midi, la US 23 qui menait à Oak Ridge et de là à Durnville ressemblait à une très longue patinoire que le déluge criblait de balles. Sur les champs labourés, au gré des sillons, l'eau formait des mares dans lesquelles le ciel reflétait ses tourments. Et les poteaux électriques, estompés, défilaient. Leurs bras fantomatiques dressés comme s'ils signalaient aux nuages l'endroit où se vidaient. Wallace Ackerman et Phil Saunders n'avaient croisé aucun véhicule depuis qu'ils avaient quitté la ville. C'était un temps à s'installer devant la télé, une tasse de café à la main, rien que pour le plaisir de revoir les Yankees se faire dévorer par les Tigers de Détroit. « Tu as prévu les capes ? Normalement, elles sont dans le coffre. Tu iras les chercher. Une douche m'a suffi pour aujourd'hui. »« Chef, vous... » »« J'ai vu, oui. » La forme vague d'un véhicule rangé sur le bas-côté venait d'apparaître, surmontée d'une barre rouge et bleue intermittente. Ce ne pouvait être que la voiture de Jamie Dwyer. Conformément aux instructions, Jamie avait laissé les gyrophares allumés. Wallace ralentit et gara la Crown, une 30aine de mètres derrière. Il arrêta le moteur. Phil ne faisait pas mine de bouger. Wallace dévisagea un long moment son adjoint, s'apprêtant à dire quelque chose. Puis ses yeux revinrent sur le paysage, derrière le pare-brise qui virait à l'aquarelle saturée, tout en nuances de beige profond. Aucun des 2 hommes n'avait envie de sortir. D'où ils se trouvaient, ils ne distinguaient pas le véhicule accidenté. Pourtant, celui-ci les attendait, quelque part, sous le déluge. « Tu le vois ?»« Qui ça ?»« Jamie. Il doit s'être mis à l'abri. S'il est pas con, il est dans la voiture. » Un long silence.
La pluie les entraînait de nouveau vers une douce apathie. Ça n'a pas l'air de se calmer. Ouais, il va falloir y aller. Tu attrapes les capes, s'il te plaît? On ne peut pas rester planté là toute la journée. Je veux pas dire, mais je le sens pas, finit par murmurer Phil Sanders en activant la caméra frontale. Moi non plus, reconnut Wallace Ackerman. Mais ça ne sert à rien de se prendre la tête tant qu'on sait pas. Alors que Phil s'apprêtait à sortir, la portière de la Krone devant eux s'ouvrit, côté chauffeur. Une silhouette s'extirpa du véhicule et, courbée sous la pluie, les bras serrés autour de la poitrine, se dirigea vers eux d'un bon pas. Les gyrophares lui dessinaient un contour très flou, un halo de flammes froides. Wallace sentit un frisson lui remonter des reins à la nuque.